J'ai rencontré Monsieur Laporte pour la première fois au printemps 1979. Je cherchais en effet un stage de DEA pour la rentrée suivante. J'étais biophysicien de formation et désireux d'étudier les grandes fonctions. J'espérais ainsi mieux comprendre à quoi pouvaient servir dans un contexte plus intégré toutes ces macromolécules que nous étudions en cours. Mon mentor, le professeur Gary Bobo, m'avait alors suggéré de rencontrer Léna Jamy. Donc Léna Jamy qui travaillait dans le laboratoire d'Yves Laporte. Lors de mon entretien avec Léna, j'ai dû avouer que je ne connaissais absolument rien à la neurophysiologie. Mais après une demi-heure d'entretien, Léna m'a cependant introduit dans le bureau de Monsieur Laporte. J'ai été impressionné par la taille immense de ce bureau, dont les murs étaient tapissés de nombreuses bibliothèques remplies d'ouvrages, sans doute très savants, et décorés par des photographies de personnages que je devinais importants. C'est à cet instant que je découvris la stature imposante de Monsieur Laporte, assis derrière son bureau. Il me scrutait, me demanda de m'asseoir et, d'une voix bienveillante, entama la discussion pour faire ma connaissance. Et j'ai bien sûr dû recommencer à dévoiler mon inculture extrême. Pourtant, plusieurs jours plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Léna Jamy qui, à ma très grande surprise, m'annonça qu'elle m'avait choisi pour le stage. Sans doute, Léna et Monsieur Laporte avaient-ils considéré que ma méconnaissance parfaite de la neurophysiologie était un atout absolument formidable. Au moins, je n'avais pas d'idée reçue dans la tête. Je découvris alors le laboratoire de neurophysiologie du Collège de France au cours de mon stage de DEA d'abord, puis lors de ma thèse de 3e cycle. Ces habitants, dont je revois avec beaucoup d'émotion aujourd'hui certains amis, ses habitudes, son atmosphère à la fois studieuse et joyeuse, et surtout le respect que dégageait son patron, le professeur Laporte. Contrairement à Léna, je n'ai jamais fait d'expérience avec lui, puisque j'étais l'élève de Léna. Mais je le côtoyais régulièrement. Il venait s'enquérir à presque chacune de nos expériences, de nos échecs, de nos progrès. Il lui est arrivé aussi de me montrer quelques chirurgies complexes, une décérébration ou bien une laminectomie. J'étais impressionné par le fait qu'il était capable de faire une telle chirurgie en ne bougeant presque pas, ni la main, ni même les doigts. Je me suis longtemps demandé comment c'était possible. Et j'ai fini par comprendre que ce n'était réalisable qu'au cours d'un apprentissage rigoureux de l'anatomie, de beaucoup de réflexion et de beaucoup d'entraînement. Ce qui caractérisait le travail de M. Laporte et de ses collaboratrices, Léna et Françoise Emonet-Denan, c'était que les questions qu'ils se posaient étaient des questions très simples. Par exemple, y a-t-il une innervation squeletto-fusil-motrice dans les muscles squelettiques des mammifères ? Mais les méthodes pour arriver à répondre à ces questions, l'expérience à réaliser, étaient quant à elles extrêmement complexes. Et à la fin du travail, une démonstration quasi mathématique donnait la réponse à la question posée. Il fallait ensuite communiquer les résultats. Et là, j'ai découvert la minutie extrême de M. Laporte. La rédaction de ma thèse n'y a pas échappé. Après de longs allers-retours avec Léna Jamy, je pensais, naïvement, être arrivé à la fin. Et c'est là que M. Laporte est intervenu. Chaque phrase, chaque mot ont été pesés au trébuchet. Et tous les soirs, je devais enregistrer dans le bureau de M. Laporte les changements au dictaphone que Jacques Glowinski nous a montré tout à l'heure, changements qui, le lendemain, étaient dactylographiés par notre secrétaire, Madame Pinault. Je ne sais pas combien d'arbres ont péri sur l'autel de ma thèse. Puis est venu le temps de la soutenance,
où là encore, j'ai bénéficié des conseils attentionnés de M. Laporte. Précision et concision étaient de rigueur. Chaque phrase, chaque intonation, chaque virgule était minutieusement réglée pour arriver à la fin au discours parfait qui, selon M. Laporte, devait être compréhensible par des élèves de 3e, pas très doués et peu attentifs. Je dois dire que, concernant la communication orale, j'étais au plus près du maître. Il m'avait en effet choisi comme projectionniste pour ses cours au Collège de France et j'exerçais cette responsabilité avec la complicité de mon ami M. Debonne, ici présent aujourd'hui. M. Laporte était là aussi, et peut-être même plus qu'ailleurs, hyper perfectionniste. Et il attendait de moi que j'anticipe le passage à la diapositive suivante, sans qu'il n'ait besoin de le demander. Une intonation de la voix devait me faire comprendre que c'était le moment. Et sans doute, pour être certain que les choses se passeraient bien, il me demandait de venir dans son bureau 2 heures avant le début de chaque cours. Et là, il répétait son cours avec moi. Et c'était absolument formidable pour le jeune étudiant que j'étais. La neurophysiologie de la moelle épinière, la physiologie sensorielle des mécanorécepteurs proprioceptifs, les grands auteurs défilaient devant moi. J'avais le droit à une leçon particulière avant chacun de ses cours, et plus je lui posais de questions, plus il semblait prendre plaisir à me répondre. Pour parfaire mon éducation, il tenait à chaque fois que possible à me faire rencontrer des personnalités. Il m'a présenté à Alfred Fessard, déjà très affaibli, lors de l'un de ses derniers passages au Collège de France. Il m'a invité à son domicile à dîner avec Léna et avec Jacques pour m'y faire rencontrer Elwood Edman, le grand physiologiste américain qui a énoncé le principe de la taille, l'un des grands principes opérationnels de la motricité, et tant d'autres personnalités encore. Après ma thèse, il m'a encore beaucoup aidé et soutenu. Son amitié avec Anders Lundberg me doit sans doute mon post-doctorat avec Elżbieta Jankowska, qui interviendra tout à l'heure. Il n'est pas pour rien, évidemment, dans mon recrutement au CNRS. Et plus tard, il a toujours soutenu l'équipe que nous formions avec Léna Jaby. J'ai malheureusement peu de souvenirs matériels de lui. Il m'a offert quelques photographies qui représentent des notes manuscrites de Claude Bernard. J'ai alors réalisé que M. Laporte occupait la chaire de son illustre prédécesseur et qu'il se sentait comptable de l'excellence de la recherche française en physiologie. Je garde aussi quelques images dans ma tête, par exemple l'appareil de perfusion bras à bras qui trônait sur une des étagères de son bureau. On l'a rappelé, jeune médecin, Yves Laporte s'était engagé dans la division Leclerc et il a donc participé à la libération de Paris. Yves Laporte était un républicain engagé dans la bataille contre la barbarie et pour la liberté. Et puis je retiens cette phrase. Un jour qu'il m'entendait sans doute manquer de respect pour notre femme de ménage, il me prit à part et me dit « Zitnicki, la femme de ménage est la personne la plus importante du laboratoire. » Sur le coup, j'étais honteux. Puis j'ai fini par comprendre. Dans son esprit, un laboratoire est comme un orchestre où chaque instrument, quelle que soit sa place, doit jouer son rôle. Sans notre mécanicien, sans notre électronicien, sans notre secrétaire, sans notre informaticien, sans notre technicienne, sans notre animalière, sans notre femme de ménage, rien n'était possible. Aucune production scientifique ne pouvait sortir sans l'effort de tous. Pour cela, il fallait que chacun se sente bien au sein du laboratoire. C'est bien des années après, lorsque je suis devenu moi-même directeur d'un laboratoire, que j'ai compris la sagesse et l'évidence de cette leçon de vie de cet homme profondément empreint d'humanité. Merci.